les balados de la CSN. Pour ce nouveau balado, Pierre Patry, trésorier de la CSN, rencontre Maxime Labelle, inséminateur du Centre d'insémination artificielle du Québec. Bonjour Maxime. D'abord, je veux dire que ça me fait extrêmement plaisir de te rencontrer. Puis quand on m'a parlé de la possibilité de faire une balado, puis avec quelqu'un du Centre d'insémination artificielle du Québec, ça me faisait d'autant plaisir que c'est un milieu de travail qui est largement méconnu. Donc j'aimerais ça d'abord que tu expliques un peu le travail que vous effectuez. Nous autres, le syndicat compte à peu près 190 membres, environ, ça varie. La plupart des gens, nous, on a deux fonctions de travail. Il y en a qui font de la vente et du conseil aux producteurs agricoles, principalement des producteurs laitiers ou des producteurs de bovins de boucherie. C'est de la vente de semences de taureaux. Ce qu'on fait, ça, c'est les principaux produits qu'on vend. C'est des doses de semences de taureaux de toutes sortes de races bovines, des races laitières, des races à bœuf. Ensuite de ça, il y a une grosse partie de nos membres aussi qui font de l'insémination. C'est-à-dire que chaque matin, dans le fond, ils prennent leur message sur leur boîte vocale de plein de producteurs dans une zone donnée. Puis, il y a des tournées d'insémination. Ces services-là sont payés par les producteurs? Oui, les producteurs, dans le fond, eux autres, ils payent les services d'insémination, puis ils payent aussi les produits qu'on vend, c'est-à-dire la semence de taureau. Un matin, un producteur à un endroit peut dire « J'ai besoin d'un inséminateur ce matin avec une semence de race Holstein. Je veux avoir le taureau 200 HO 3205 Goldwyn. » Ça, c'est un ancien taureau. Bien, ça, c'est un exemple de choix qu'un producteur va faire. Parce qu'il y a toutes sortes de types de producteurs différents, donc il y a des stratégies génétiques différentes. Puis les conseillers vendeurs vont aider le producteur à faire ces choix-là. Puis les inséminateurs, eux autres, sont là pour accomplir le travail de mettre les doses dans les vaches. Des questions de pénurie de main-d'œuvre qu'on parle tant au Québec là, depuis, je dirais à peu près un an, là, ça se parle beaucoup plus. Est-ce que ça affecte votre secteur, ça? On le vit. Je pense qu'on le vit autant que les autres secteurs, peut-être même plus, parce que, étant donné que naturellement, on va chercher nos gens dans le milieu agricole, mais que le milieu agricole se contracte, les entreprises grossissent, mais il y en a de moins en moins, bien, ça fait moins de gens concernés par l'agriculture. Puis automatiquement, on a plus de difficultés à aller chercher des gens qui sont naturellement dans ce milieu-là. Est-ce que, à ce jour, vous voyez les effets des accords mondiaux qui ont été conclus? Est-ce qu'on commence à sentir les effets de ça ou est-ce que vous avez des inquiétudes en lien avec l'impact sur vos emplois, là? Bien, la réponse est oui et non. En fait de... Excellente réponse. En fait de quand... c'est ça, ben, c'est facile. Excuse-moi. Les impacts, il y en a dans le sens où est-ce que... c'est sûr qu'au niveau de la quantité de doses vendues, le travail qu'on a à faire avec les producteurs, tout est encore là. Il n'y a pas de diminution. Par contre, la diminution ou l'impact est vraiment au niveau des producteurs qui sont quand même durement éprouvés ces temps-ci parce que tous ces accords-là qui sont soit signés ou qui sont en voie d'être signés, ça a un effet, bon, premièrement, sur le moral des producteurs. Le prix du lait aussi a eu tendance à diminuer dans les dernières années. Puis ça, ce que ça fait, c'est que quand on arrive pour faire affaire avec ces producteurs-là, c'est plus difficile un peu. Parce que là, à ce moment-là, ils ont tendance à peut-être diminuer les prix d'achat de semences qu'ils vont faire parce qu'eux autres, ils ont des impacts économiques sur leur ferme. Fait qu'à ce moment-là, on a à trouver des solutions génétiques avec eux autres, mais qui sont abordables aussi puis qui respectent leur budget. Puis ça, des fois, ça devient plus difficile. Puis à ce moment-là aussi, c'est là où on devient encore plus en compétition avec ces autres compagnies-là qui arrivent d'ailleurs puis qui disent, ben regarde, nous, on va donner moins de services. Par contre, on va faire un prix sur la semence qui est moins cher. Puis là, pour le producteur, des fois, ça peut être intéressant de dire, regarde, moi, je vais y aller au moins cher. Fait que nous, on a trouvé des solutions génétiques pour des prix abordables. Puis ça, c'est peut-être l'impact principal qu'on vit en ce moment, là. C'est des fois, c'est que le prix moyen des doses va diminuer un petit peu. Fait que ça, ben c'est moins de revenus. Fait que même si on vend le même nombre de doses à la fin de l'année, au SIAC totalement, ben des fois, au lieu de les avoir vendus à 30 $ de moyenne, on va être à 28. Puis ça, ben sur le nombre de doses qu'on vend, il y a un impact économique pour l'entreprise puis pour les travailleurs aussi.
Est-ce que, en termes de conditions de travail, il y a des situations particulières? Je pense notamment aux questions de santé et sécurité. Là. Y a-t-il beaucoup de blessés au travail? La santé et sécurité, ça n'est un enjeu en ce moment. Pourquoi les fermes grossissent? Quand les fermes grossissent, souvent, c'est le système de production change. C'est-à-dire qu'anciennement, quelqu'un qui avait 20, 30 ou 40 vaches, souvent, c'est une étape conventionnelle. Les vaches étaient attachées. Tu arrives pour inséminer dans cette étape-là. Il y a une pancarte au-dessus de la vache. En tout cas, c'est une image, mais c'est réellement ça. Nous, on arrive le matin, puis la vache est identifiée avec une petite pancarte. Okay. On s'en va, on insémine avec la dose que le producteur a choisie. On fait la facture, puis on s'en va. Maintenant, les fermes grossissent, puis souvent, le système de l'exploitation est différent. On arrive dans des étapes où les animaux sont lousses. Ça peut être une étape robotisée où les vaches, ils vont à la mangeoire, ils vont à l'abreuvoir, ils vont se faire traire et ils retournent se coucher. Fait que l'animal, dans le fond, est libre dans son environnement. Puis, dans ces environnements-là, on arrive pour inséminer la vache. Il faut la trouver. Dans certains cas, le producteur, il est fin, il nous l'a contraint à quelque part. Fait que là, à ce moment-là, on le sait, on s'en va l'inséminer là. Dans d'autres situations, on s'en va carrément la chercher au travers du troupeau. Puis là, ça implique de se promener au travers des animaux. Puis là, il y a un risque quand même, parce que ces animaux-là, ils ont tous des petits caractères. Fait que il y en a certains, des fois, qui viennent nous voir. Des fois, sont fines, des fois, sont moins fines. Okay. Il y a un enjeu, puis on a eu des petits problèmes, là, peut-être dans les dernières années avec ça. C'est-à-dire que c'est nouveau. Pour les inséminateurs, c'est un challenge de plus. Puis oui, il y a un risque, puis il y en a eu des accidents. Fait que ça, c'est une des contraintes. Avez-vous des revendications syndicales à cet égard-là? Des revendications, oui, mais je pense que autant l'employeur que les employés, on est tous concernés par ça. Puis ce qui est particulier, peut-être, c'est que notre environnement de travail, c'est pas notre employeur, c'est nos clients. Ouais. Fait que ça, faut toujours avoir une bonne entente avec nos clients. C'est-à-dire qu'on a des demandes, dans le fond, aux clients. Est-ce que tu pourrais, dans le fond, me contraindre les vaches à tel endroit pour que je vienne les inséminer? Mais en même temps, le client a toujours le droit de dire « Oh, là, si t'es pas content, je vais le faire moi-même, l'insémination. » Parce qu'il y aurait ce droit-là aussi. Parce que souvent, le client travaille avec ses animaux chaque jour. Lui, il n'y a pas de problème. Il y a jamais Il les connaît. Tout est beau. Il sait lesquelles sont fines, lesquelles sont pas fines. C'est ça. Nous autres, on arrive dans l'environnement, mais on connaît pas le caractère de chacune. Il y a peut-être 120 vaches là, à cet endroit-là. Il y en a peut-être juste une qui est pas toujours fine, mais nous, on sait pas c'est laquelle. Hein? Fait que là, on arrive sur une ferme, on rentre, on s'en va avec notre dose, on a le cœur léger, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous tape sur l'épaule en arrière, puis là, c'est une grosse vache de 750 kilos. Fait que là, ça, c'est c'est un défi quand même. Là, j'imagine. T'as-tu soit des anecdotes ou des histoires à nous conter qui illustreraient, au-delà du discours officiel, là, je dirais, là, c'est quoi le travail des gens chez vous? Écoute, il y en a plein. Là. On t'écoute. Ce qui arrive aussi, c'est qu'on est toujours sur la route. Hein? On se déplace d'une ferme à l'autre. Fait que ça aussi, c'est particulier. Le travail où vous vous déplacez, est-ce que c'est rémunéré ce temps-là où vous vous déplacez? Oui, il y a une façon de compenser le travail qu'on est sur la route. Là. C'est compliqué un petit peu. Là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais oui, quand on est sur la route pendant un certain nombre de kilomètres, souvent, c'est un nombre de kilomètres par vache. Fait que si on dépasse un temps de kilomètres par vache, là, il y a un système qui va venir compenser, dans le fond. Okay. Mais encore là, ça, c'est un défi qu'on a, c'est que dans bien des régions, avant ça, ça allait très bien. Ils faisaient leur tournée d'insémination. Je vais prendre le coin de la Naudière, exemple. Il y a quelques années, ils faisaient leur tournée d'insémination. C'était une vache après l'autre. Même s'il y avait 12 kilomètres par vache, ça roulait tempête. Mais là, à cette heure, avec le trafic qu'il y a, les gars, écoute, ça marche pas, leurs affaires. Ils sont dans le trafic, puis là, ils ont juste 7 km entre deux vaches, mais là, ils sont pognés pour attendre dans le coin de Joliette, parce que là, il y a du monde qui rentre à Montréal ou des choses comme ça, tu sais. Fait que ça naît un des défis. Mais ce que ça fait, dans le fond, tout ça, là, ce principe particulier-là, c'est que nous, on travaille à l'année, hein. Fait que là, les journées que vous voyez qu'il y a une méga tempête de neige partout au Québec, mais là, imaginez-vous qu'il y a 115, 120 inséminateurs qui sont sur la route en ce moment puis qui essayent d'aller faire le vache, tu sais. Parce que... Il faut que ça se fasse cette journée-là, j'imagine. Cette journée-là. Ouais, nous autres, quand un producteur appelle le matin parce qu'il y a une vache inséminée, elle peut pas être faite demain, c'est aujourd'hui, tu sais. Et ça entraîne toutes sortes d'anecdotes, justement, parce que, clairement, il y a des journées où c'est pratiquement impossible d'aller inséminer, mais tant bien qu'on pourra le faire. Tous les moyens sont bons pour aller servir nos clients. Fait que, je vais prendre un exemple. L'année passée, il y avait des inondations. Je me souviens pas dans quel coin, mais c'était un inséminateur qui travaille dans l'Outaouais. Puis il a fallu qu'il se rende en chaloupe sur une ferme. Il s'est rendu en chaloupe, une petite embarcation là, de pêche. Là. Il s'est rendu en chaloupe chez ce producteur-là à cause des inondations.
puis il est allé inséminer la vache. Il y avait des photos sur Facebook de ça. OK. Il y a eu d'autres situations là, dans les tempêtes de neige, comme on dit, où là, il y avait des... Des skidoo. Écoute, c'est le producteur qui part avec son tracteur, qui rouvre le rang pour que l'inséminateur s'en vienne inséminer à la ferme. Il y a eu toutes sortes de situations comme ça. Vraiment, le fait qu'on travaille à l'année, c'est-à-dire à Noël, au jour de l'an, il n'y a pas une journée où il n'y a pas d'insémination qui se fait au Québec. Fait que ça, c'est vraiment particulier à nous autres. Ça... Soit on aurait pu penser que c'était un travail qui était plus saisonnier, compte tenu que, bon, c'est vrai que les vaches laitières, ça produit à l'année, c'est différent que le reste de l'agriculture. Là. Par contre, c'est vrai que dans les vaches de boucherie, exemple, c'est plus saisonnier. T'sais, un producteur va nous appeler, mettons, de mai à juin ou des choses comme ça. Donc, vous avez un temps plus fort que d'autres, même si vous travaillez à l'année. Ça dépend des régions. Comme je vais prendre ma région, en Abitibi, il y a beaucoup de production bovine dans ce coin-là. Fait qu'il y a des producteurs, des fois, qui vont nous appeler une fois dans l'année. Mais cette journée-là, il y a 150 vaches à faire. Parce qu'elles sont synchronisées. Là, en tout cas, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ils synchronisent leurs animaux. Puis là, on fait 150 vaches cette journée-là. Puis là, le reste de la saison, ils vont envoyer leurs vaches au pâturage avec des taureaux pour compléter le travail là, de saillie des vaches. Puis là, ça va se faire comme ça. Fait que... À un moment donné, tu as dit, les gars... Y a-tu des filles? Oui. Y en a-tu beaucoup? Je suis pas fin, j'aurais pas dit. Non, mais c'est pas grave. Mais, ça m'a permis de penser à cette question-là. Puis dernièrement, j'ai fait en tant que président du syndicat, j'ai fait une tournée des régions, puis il y a plus de femmes, pas mal, qu'il y avait. Écoute, il y a un temps au SIAC, dans les inséminateurs, au total, il y avait peut-être 4, 5, 6 femmes. Puis aujourd'hui, là, je ne saurais pas le chiffre exact, mais il y en a beaucoup plus. Là. Il y a même des régions que j'ai resté surpris. Là, c'était pratiquement autant de femmes que d'hommes dans certaines régions. Là. Depuis 2009, ils sont capables, avec un test génomique, mettons, ils vont prendre un petit veau, ils vont prendre un échantillon d'ADN du petit veau, puis ils sont capables de dire, ce petit veau-là, c'est quoi son potentiel génétique. Vous êtes quasiment des banquiers. Vous suggérez des stratégies de placement, c'est ça. Vous récoltez l'épargne. On est comme des banquiers sans le salaire. Oui, c'est bon. mais effectivement, que dans le fond, ce qu'on propose comme génétique aujourd'hui, c'est pour la profitabilité du producteur dans quelques années. Là. C'est une des particularités, puis peut-être des difficultés qu'on a, c'est que ce qu'on vend, des fois, le résultat n'est pas immédiat. Hein. Fait que des fois, avec le producteur, il faut l'accompagner. Puis on lui montre ses statistiques, puis on va les remontrer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, puis dans 5 ans, pour montrer l'évolution au producteur, dans le fond, des choix qu'il a fait dans le passé. Puis avec le changement de génération, les jeunes producteurs, est-ce qu'ils sont plus ouverts à ce que vous proposez, ou il n'y a pas de différence? Les jeunes producteurs, je pense qu'ils sont directement, dans le fond, impliqués dans le changement qui se passe en ce moment avec les accords qu'on parlait tantôt. C'est-à-dire que les producteurs ont beau grossir à 100 vaches au lieu de 50, la rentabilité est toujours aussi difficile à aller chercher. Fait que les jeunes producteurs, dans le fond, ils arrivent sur les fermes, ils ont des entreprises de quelques millions à gérer. Puis quand ils arrivent au niveau de la génétique, je pense que c'est vraiment ça qui paraît, c'est de dire, comment je peux faire pour être rentable? Puis là, on bâtit des stratégies avec ça. À l'époque où ça a commencé, tous les gens qui avaient des élevages laitiers ou à bœuf avaient des taureaux. Mais là, aujourd'hui, dans les élevages laitiers, la grande majorité des élevages laitiers n'ont plus de taureaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'insémination. Puis plutôt que d'avoir un taureau dans l'étable, ils ont un catalogue avec un paquet de semences de taureaux qu'ils peuvent choisir de toutes sortes de races, de toutes sortes de qualités, de toutes sortes de prix. Fait que, dans le fond, ce que ça a fait, c'est que autant que, là, 60 ans, les gens avaient un taureau puis ils ne voyaient pas comment faire autrement, qu'aujourd'hui, la grande majorité des producteurs, pour eux autres, un taureau, ça serait plus une nuisance que d'autres choses dans un étable, tu sais. Il y a peut-être, si ce n'était de votre travail, il y a peut-être des fermes qui fermeraient, pas trop le dire, des fermes qui fermeraient dans des régions du Québec, puis des fermes qui sont plus en opération, c'est des gens qui quittent les régions. Donc, il y a toute une question d'occupation du territoire au Québec qui est un enjeu social bien important, puis je pense que vous contribuez à faire en sorte que les gens demeurent dans les régions. Tu posais la question tantôt de la nécessaire rentabilité, puis même la difficulté à être rentable, et si vous n'étiez pas là, ils ne seraient pas rentables.
stable, probablement, ou ils seraient moins. Donc, je trouve que socialement, votre rôle est... Oui, puis on les aide à rencontrer leurs objectifs. Puis aussi, moi, je dirais peut-être le petit côté... tu sais, les producteurs, c'est des gens qui travaillent la majorité... Tu sais, pour les pas très grosses fermes, c'est des gens qui travaillent seuls. Hein? Fait que, dans le fond, nous autres, on arrive sur les fermes, puis là, on jase un petit peu qu'eux autres, on insémine des vaches, puis on s'en retourne, puis ça fait un peu de social. Puis ça, dans les campagnes, cette espèce de dynamique-là, on n'est pas les seuls qui vont sur les fermes. Il y a les vétérinaires, il y a aussi des gens qui travaillent pour les meuneries, le coop, ces endroits-là. Mais il reste qu'un producteur, souvent, il travaille assez seul. Là, fait que, à part pour les grosses entreprises où ils sont plus qu'une personne. Mais ça a le bon côté. C'est que des fois, on arrive chez les producteurs, puis il y a des moments difficiles à passer, fait qu'on jase un peu avec eux autres. Puis ça, c'est peut-être un petit côté de notre travail où est-ce que, à force de te passer à tous les jours, à tous les 2-3 jours chez les producteurs, on devient des amis. Hein, puis on jase avec ces gens-là. Puis ça a tout le temps fait partie de notre travail, même si c'est pas nécessairement reconnu dans notre travail. C'est pas rémunéré, ça. Non, mais il reste que ça existe dans notre travail. Dernièrement, tu sais, à cause de peut-être là, de toute la pression qui est mise sur cette industrie-là, il y a eu un roulement de personnel au SIAC, mais il reste que... Moi, j'ai connu des inséminateurs, puis il y en a encore aujourd'hui. Je pense que celui-là qui a le plus d'ancienneté au SIAC en ce moment a au-dessus de 50 ans. Là. 50 ans d'ancienneté? Oui, d'ancienneté. Donc, il insémine chez ses clients depuis plus de 50 ans. Donc, il y a beaucoup de ses clients qu'il a vus aux couches dans l'étable, puis qu'aujourd'hui sont propriétaires de leur entreprise. Tu as vu toute l'évolution de ce secteur-là. Toute l'évolution. Ouais, puis il y a beaucoup de gens au SIAC, là, dans les dernières années, là, c'est ceux qui prennent leur retraite, mais des gens de 40 quelques années d'expérience, il y en avait énormément qui ont vu toute l'évolution du centre d'insémination depuis toutes ces années-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes travailleurs? Ben là, énormément, parce que là dernièrement, il y a une grosse vague de jeunes qui rentrent au SIAC, là, des gens de 1, 2, 3 ans d'expérience. Il y en a énormément au SIAC. Ils rentrent dans la vingtaine? Oui, ils rentrent dans la vingtaine, puis ils sont plus difficiles à garder, là, clairement. Là, je pense qu'on a les mêmes défis que toutes les autres entreprises. Là. Les jeunes rentrent, sont plus difficiles à garder, sont peut-être moins stables dans leur emploi. Là, fait qu'on a à peu près les mêmes défis que tout le monde. Là. Puis ça fait partie de la quand ils se font offrir des meilleures conditions de travail ailleurs, meilleures conditions salariales, vu que vous êtes payé à l'acte, avec ce que ça entraîne en termes de sécurité. Oui, puis dans le milieu agricole, exemple, un bon vendeur conseiller va intéresser d'autres entreprises qui cherchent des bons vendeurs conseillers. Puis un bon inséminateur qui travaille bien avec les animaux, bien souvent, même les producteurs eux-mêmes, ils vont le remarquer, puis des fois, ils vont offrir un emploi. Ils vont dire, ben regarde, moi, je suis rendu à 200 vaches, 250 vaches, puis ils voient l'inséminateur passer, c'est un bon jeune. Des fois, ils vont y offrir, ils vont dire, regarde, tenterais-tu de travailler juste pour moi? Je vais t'offrir des conditions, tu sais. Puis les fermes ont grossi, hein, fait que les fermes aussi cherchent ce genre de personnes-là, des jeunes qui sont capables de travailler avec les animaux, puis... Fait que dans le milieu agricole, il y a plusieurs entreprises qui sont à la recherche de ce genre de jeunes-là, qui connaissent le milieu, qui ont les aptitudes pour travailler avec les animaux. Fait que quand on en a des bons, souvent sont ziotés par les autres autour. OK, là. Donc le client devient le concurrent. Ouais. OK. Les agriculteurs, dans le fond, je les mets tout un peu dans le même panier. C'est que c'est des gens qui travaillent pour produire de la nourriture, puis ça va toujours être nécessaire. C'est eux autres qui nourrissent la population. C'est ça, puis ça va toujours être nécessaire. Essentiel, Ben, des agriculteurs biologiques, dans le fond, des gens qui ont des fermes laitières ou des fermes bovines biologiques. On en a de ces clients-là qui font de l'insémination aussi. Ils ont certains critères, hein, fait que ces gens-là, exemple, n'utiliseront pas d'hormones pour synchroniser leurs animaux, exemple. Fait qu'ils vont toujours inséminer leurs animaux en fonction des chaleurs naturelles qu'on dit. Fait que les vaches ont des cycles de 21 jours. Fait qu'au 21 jours, la vache fait des chaleurs. Ils appellent l'inséminateur, on insémine leur vache. OK. Donc, pour ces gens-là, c'est pas incompatible avec l'agriculture biologique. Non, pas du tout. Parfait.